Vous êtes en ligne, vous êtes historien et politologue. Bonjour, meilleurs vœux tout d'abord. Bonjour, meilleurs vœux à vous et à toute la station. Merci infiniment. Alors Jean Garrigue, merci d'être sur l'antenne de Sud Radio. Tout d'abord, évidemment, on est frappé par cette image du président de la République qui semble s'être mis entre parenthèses, avoir compris qu'il fallait que peut-être il fasse un petit pas en arrière. Sauf que du coup, comme il l'a fait, on se dit, mais est-ce qu'il a déjà abandonné ? Il a essayé de nous dire que l'année 2026 serait une année active, une année créative en matière politique. Il a énoncé quelques pistes autour du service national, qui est un enjeu majeur, je le pense, mais on y reviendra peut-être, des écrans pour les jeunes, qui est aussi un enjeu, je le pense, très, très profond, et puis de la fin de vie, et là encore, un grand débat de société. Mais c'est vrai que si on considère ce que sont les préoccupations majeures des Français aujourd'hui, et ils le disent dans les sondages, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, là on voit un grand silence du président de la République, tout simplement parce que ce sont des enjeux qu'il n'a ni les moyens politiques, ni peut-être la volonté de régler. Et c'est quand même un grand problème. C'est peut-être plus une question de volonté, avec cette fameuse phrase où il dit « n'écoutez pas les urgences et les faits divers ». C'est un peu bizarre, non ? Comment vous avez perçu ce terme ? Je pense qu'on continue dans une sorte d'aveuglement qui n'est pas d'hier, qui est hérité d'une culture qui est celle de la gauche française, en réalité, depuis une quarantaine d'années. Ça date de la présidence de François Mitterrand, culture à la fois de la repentance néocoloniale, de la racisation des enjeux, de plein de choses comme ça. Et on refuse de voir ce qui concerne, ce qui inquiète les Français. Et c'est un peu inexplicable, parce que les signaux qui ont été donnés, notamment tout simplement par le vote protestataire, par le vote en faveur du Rassemblement national, qui est quand même aujourd'hui largement la première force politique du pays, ces signaux ne semblent pas être perçus. On fait comme si cette inquiétude des Français quant à leur protection individuelle, cette inquiétude passait au second plan. Et j'avoue que c'est troublant, parce que un politique doit sentir son pays. Et on voit bien que, je pense que c'est une question d'ailleurs de ressenti, mais c'est une question d'aveuglement volontaire, de cécité, je dirais, par rapport à ces problèmes. Alors justement, projetons-nous sur ce que veulent les Français en 2026. Évidemment, d'abord, il y a les municipales en mars prochain. Commençons par les trois grosses villes, si vous le voulez bien. Paris, Lyon, Marseille. Marseille, à quoi faut-il s'attendre ? Il s'agit d'un duel Rassemblement national contre la gauche, on peut le résumer comme ça. C'est une ville complexe à comprendre, hein ? Oui, c'est une ville complexe. On a un maire qu'il faut le rappeler, est une sorte de maire de substitution après la défection de celle qui avait été élue. Bref, Benoît Payan, qui joue assez bien sa carte en ne se coupant pas totalement d'un électorat éventuellement de centre-gauche. On voit bien qu'il est dans un affrontement assez clair vis-à-vis de Sébastien Delogu. Remarquez, c'est difficile de ne pas avoir des réticences par rapport à ce dernier. Mais il y a incontestablement une poussée qui correspond à la poussée nationale du Rassemblement national, de M. Alozio, d'autant plus que... Est-ce que le RN peut gagner à Marseille ? Écoutez, je serais tenté de dire que à l'instant T, ce serait encore difficile pour lui, mais ça n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Ouais. On voit bien qu'il y a une poussée. Il y aura certainement une poussée générale dans toute la France, et notamment dans le sud-est de la France, dans les villes du sud-est de la France, qui sont gagnables pour le Rassemblement national. Et Marseille, il n'est pas exclu que Marseille tombe dans l'escarcelle du Rassemblement national. Puisque vous parlez du Rassemblement national, justement, restons-y. Est-il capable
de récupérer des élus locaux. Ça lui manque actuellement, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est une des failles, c'est un des problèmes du Rassemblement national, que de construire un réseau d'élus locaux, comme l'ont encore d'ailleurs les anciens partis, c'est-à-dire le Parti socialiste et les Républicains. Ça manque au Rassemblement national. Les dernières élections municipales, il y a 6 ans, lui ont permis de commencer à grappiller des petites choses. Et puis évidemment Perpignan avec Louis Alliot. Mais je pense que là, il y aura quand même un basculement qui va s'opérer, parce que le Front républicain, le fameux Front républicain, ne joue plus. Très franchement, là, il me semble. Vous pensez que ça y est, c'est quelque chose d'acté pour les Français? Oui, il me semble qu'il y a au moins une césure très claire entre, je dirais, l'électorat potentiel du centre-gauche, centre-droit, et la gauche. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une union des droites. Vous pensez que l'électorat de droite se reportera assez facilement sur le RN au second tour? Il me semble. Ouais. Il me semble, on peut, tout indique, les sondages l'indiquent, on voit bien que les électeurs de la droite, y compris les électeurs des Républicains, sont favorables à une immense majorité à l'union des droites. Donc cette union de droite, elle va avoir lieu lors de ces élections municipales, et ça risque effectivement de changer un peu la donne. Est-ce que ça suffira pour faire gagner le RN? C'est encore autre chose. Ça peut suffire, de manière paradoxale, pour faire échouer des candidats des Républicains, parce que il y aura des triangulaires, peut-être des quadrangulaires, et ça peut être néfaste justement à des candidats républicains, à moins qu'ils arrivent à susciter, créer, fabriquer des alliances avec le Rassemblement national. Vous savez, dans les élections municipales, tout est possible, il faut voir les choses au cas par cas. Oui, bien sûr, chaque ville est très très différente, et puis vous le disiez, on peut se maintenir assez rapidement, et il peut y avoir des quadrangulaires. Alors justement, on évoquait Paris, Lyon, Marseille, on en a parlé. Lyon, ça semble tout bon pour Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de discussion à Lyon, hein. C'est clair, c'est déjà... Si vous voulez, il y a un tel rejet, me semble-t-il, de la gestion municipale actuelle, de Grégory Doucet, qui a donné beaucoup trop de signes, je dirais, d'allégeance, c'est pas le mot, mais enfin, de négligence par rapport justement aux enjeux dont je parlais tout à l'heure, de la sécurité, notamment, qui est l'enjeu majeur pour les élections municipales, que Jean-Michel Aulas, avec son sécurité au sens large, hein, par exemple, les voies de circulation sont beaucoup discutées à Lyon, ça a été un gros problème. Vous avez tout à fait raison. Sécurité au sens large, sécurité routière, sécurité de l'individu, sécurité par rapport aussi à ce sentiment d'identité qui est aujourd'hui très très fort chez les Français. Et Jean-Michel Aulas incarne bien cette ville. Il faut le reconnaître. Lorsqu'on pense Lyon, on pense presque tout de suite Olympique Lyonnais avant de penser aux brasseries, qui pourtant valent le coup. Mais c'est vrai qu'il incarne magnifiquement cette ville. Alors, autre ville, autre enjeu, et là, la partie est loin d'être gagnée, elle est complexe, c'est Paris. Paris, Rachida Dati, avec face à elle peut-être une union des gauches, et une ville qui est-ce que vous le diriez comme ça, aujourd'hui mathématiquement plutôt à gauche qu'à droite, mais le mode de scrutin fait que c'est jouable. Exactement. L'ancien mode de scrutin assurait une sorte de pérennité de la gauche depuis Bertrand Delanoë. On avait découpé les arrondissements et le mode de scrutin permettait justement à la gauche de se maintenir. Aujourd'hui, la donne a changé parce qu'incontestablement, la personnalité politique la plus populaire, la plus connue à Paris, c'est Rachida Dati. Elle écrase le jeu de ce côté-là, mais effectivement, il y a une sociologie électorale de Paris qui a été soigneusement travaillée d'ailleurs par Anne Hidalgo, c'est de bonne guerre, et qui fait que on a dégentrifié Paris, c'est-à-dire que on a de plus en plus construit des logements sociaux, introduit, je dirais, un électorat qui est plutôt favorable à la gauche. Il faut pas se le cacher. Mais de l'autre côté, on a cette personnalité de Rachida Dati. On a peut-être Sarah Knafo qui va entrer dans le jeu.
et peut-être compliquer la tâche, paradoxalement, de Rachida Dati. Donc voilà, je pense que pour Paris, on est vraiment dans l'incertitude parce que les personnalités de gauche en même temps qui succèdent donc à Anne Hidalgo, sont pas forcément des personnalités charismatiques. Donc voilà, on a cette opposition entre une sociologie électorale plutôt de gauche et une personnalité de droite qui semble au-dessus des autres. C'est passionnant. Jean Garrigue, vous restez avec nous parce qu'on va parler des autres enjeux politiques de l'année tout de suite après ça. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Il est 12h15, peut-être que vous émergez tout juste après cette nuit un petit peu particulière. Encore une fois, meilleurs vœux de toute l'équipe de Sud Radio. On est avec Jean Garrigue, on sera tout à l'heure avec Laurent Pernas et Emmanuel Pierrat dans cette tranche info. Jean Garrigue, on en termine peut-être par les enjeux du Rassemblement national. Vous nous avez parlé de cette difficulté qu'a le parti de Marine Le Pen à aller chercher des élus locaux. Si on devait dire quelles sont les meilleures chances du Rassemblement national en France, quelles sont les villes que le RN peut décrocher? Écoutez, on parle de villes du Sud-Est, peut-être Toulon, peut-être... alors, est-ce que le successeur de David Racheline à Fréjus, ou la succession plus exactement de David Racheline, ou David Racheline lui-même, Carpentras peut-être, vous avez quelques villes du Sud-Est comme ça qui pourraient tomber dans l'escarcelle. Je crois que c'est encore difficile vraiment de préciser lesquelles. On sent une dynamique, mais c'est encore compliqué parce que, je le répète, on va avoir des jeux de triangulaire, voire de quadrangulaire au second tour, et donc bien malin qui pourrait aujourd'hui dire ce qui va se passer, ouais. D'autant plus que il y a quelque chose aussi qui va interférer dans ces élections, notamment pour le Rassemblement national, ça va être le jugement en appel de Marine Le Pen, et ça peut avoir une influence. C'est en février, c'est ça ? Je n'en sais rien. Mais ça peut avoir une influence. Oui. Alors, et puis, les municipales vont, d'une certaine façon, jeter les bases de la donne politique pour la présidentielle de 2027. On s'en parle juste dans quelques secondes, parce que tout de suite, j'ai Janie qui vient de nous appeler au 0826 300 300. Je crois que c'est une électrice de Paris. Je ne sais pas si elle vote à Paris pour les municipales ou si elle voulait nous parler d'autres enjeux politiques. Bonjour Janie. Bonjour. Merci. Écoutez, je vous en prie, allez-y. Merci. J'ai appelé parce que mon propos était surtout axé sur, ma réflexion était surtout axée sur l'intervenant qui était avant vous et qui concernait surtout les contrôles. Et je voulais juste préciser que cette haute surveillance où effectivement on ne peut strictement rien faire maintenant et on est contrôlé en permanence, raconter un fait qui m'est arrivé il y a très peu de temps. Je voulais acheter un carnet de timbre dans une poste. Je voulais le payer en espèces. On m'a demandé mon numéro de téléphone et ma carte d'identité. 16 €. Oui. Donc, imaginez ma surprise. Et lorsque j'ai demandé pourquoi, il m'a été répondu que le blanchiment d'argent, il fallait qu'on sache qui je suis. Donc, inutile de vous dire que je suis... Voilà. Ouais. Inutile de vous dire que je suis partie et j'ai laissé le carnet de timbre là. Et je suis quand même très 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 choquée aussi. Je pense ne pas être la seule. Oui. Que les politiques, quels qu'ils soient, et je viens d'écouter exactement votre intervenant. Jean Garrigue, oui. Il y a une saturation qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, que tous les politologues, analystes ou même politiques en tant que tels peuvent dire ou penser. Il y a une réalité. La réalité, c'est que déjà nous avons une chambre de députés, des députés qui ne font absolument pas leur travail, qui n'ont comme souci que leurs propres intérêts, et ça n'échappe à personne. Donc la saturation en France des Français est terrible, et c'est pour ça
disons, on s'éloigne de plus en plus de la politique et des politiques telles que nous avons actuellement. Merci Jeannie. Et effectivement, je crois que vous savez, Jean Garrigue qui analyse la donne politique a parfaitement intégré cette saturation et ce décalage. Encore un mot avec vous, Jean Garrigue, justement, pardon pour cette interruption, puisque Jeannie voulait essentiellement réagir à ce dont on a beaucoup parlé sur l'antenne de Sud Radio, et on va y revenir. C'est la question de la liberté d'expression. On sera tout à l'heure dans 10 minutes avec Emmanuel Pirat et on en parlera évidemment. La question de la liberté d'expression, la question du contrôle. Jean Garrigue, je parlais de 2027, peut-être une question sur comment les municipales peuvent préparer 2027. Est-ce que ça peut clarifier les choses pour 2027? Et on en terminera avec cette question et avec vous à ce sujet. Écoutez, s'il s'avère, et c'est quand même vraisemblable, que ces élections d'abord mobilisent, il faudra voir ce qui va se passer, et qu'elles confirment la poussée qu'on a vue de manière très claire dans toutes les élections du Rassemblement national, et plus globalement des droites en France. Il est évident que ça va impacter ce qui va se passer pour 2027. Maintenant, c'est toujours compliqué de savoir dans quel sens l'impact va jouer, c'est-à-dire que s'il advenait que Marine Le Pen ne soit pas en position de candidater pour l'élection présidentielle, ce qui est quand même une possibilité, on aura un Jordan Bardella qui pourra se targuer, se prévaloir de succès lors des élections municipales. Et donc, je dirais confirmer une dynamique. Oui, puisqu'il faut rappeler que la décision aura eu lieu, donc c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Voilà, exactement. La décision aura eu lieu. Donc, on sait qu'il y a des doutes sur sa capacité, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas d'expérience, parce que, oui, on ne sait pas du tout ce qu'il peut donner dans une campagne présidentielle. Il a parfois donné quelques signes de faiblesse dans les débats qui l'ont opposé à ses adversaires. Mais s'il peut se prévaloir justement de cette victoire, de cette dynamique, ça sera un plus pour le Rassemblement national. Merci voilà, Jean Garrigue, merci infiniment et pardon de vous couper, mais encore une fois, meilleurs vœux et effectivement, on voit bien que c'est l'enjeu principal effectivement de savoir si le RN va garder en fait son électorat, comment ça va se traduire dans les urnes pour les municipales, et puis effectivement il y a cet enjeu judiciaire pour Marine Le Pen et cette possible paternité juste après pour Jordan Bardella, et après, eh bien, ce sera la présidentielle qui sera déjà évidemment en route et dans toutes les têtes. Allez, on passe à quelque chose de très très concret pour vous qui nous écoutez. C'est ma prime rénov qui est suspendue en 2026. On a la